Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Bruno Poncenard était venu il y a 5 ou 6 semaines et avec lui, nous avions évoqué les violences intrafamiliales. Vous avez été particulièrement nombreux à appeler pour témoigner et devant l'importance de ce nombre d'appels, eh bien, nous allons revenir sur ce sujet. Parce qu'une enfance difficile durant laquelle on a subi des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, ça demande toujours beaucoup de temps pour pouvoir retrouver une bonne estime de soi, une confiance en soi également et une confiance, j'ai presque envie de dire, en l'humanité. Mais c'est sur cette note d'espoir que j'ai envie de revenir durant ces 2 heures. C'est tout à fait possible. C'est possible d'avoir ensuite une vie amoureuse heureuse et épanouissante. Mais pour ça, évidemment, ça demande un peu de travail. Et avec Bruno Poncenard qui est donc à mes côtés, eh bien, nous allons vous guider sur le chemin de la résilience. La résilience, je crois que c'est un terme qu'on commence à connaître grâce notamment à Boris Cyrulnik. On va revenir peut-être sur ce terme déjà dans un instant. En tout cas, vous nous appelez pour témoigner, quelles que soient les souffrances que vous avez vécues. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Bruno Poncenard, merci de revenir. Merci Brigitte. Bonjour Brigitte et bonjour à toutes et à tous. Alors la résilience, c'est un terme qu'on commence à connaître. Peut-être que c'est important peut-être de commencer par ça déjà pour cette émission qui sera certainement encore assez difficile, il faut bien le dire. Oui. La résilience, c'est le moment où on peut se reconnaître enfin comme victime, comme ayant subi quelque chose, si vous voulez. Et une fois que j'ai intégré ça et que j'arrive à passer le cap de ce moment où, quand je suis victime, je suis dans une souffrance et à un moment donné, j'accepte d'être victime et j'accepte la souffrance qui va avec. Et être résilient, c'est arriver de faire de cette fragilité, de cette faille, comme on dit en psychanalyse, on arrive à faire de cette faille une force en fait. C'est comme si on faisait une bascule pour qu'à un moment donné, tout ce côté noir, sombre, ce que j'ai pu subir d'avilissant, de salissant, de douloureux, de méprisable, mais à un moment donné, je vais le faire mien et je vais me battre avec. Et être résilient, c'est de faire d'une faille une force en fait. Mmh. J'aime bien l'image, vous savez, de ces vases qui ont été cassés et qui ont été recollés avec des rayures, des rainures d'or, ou en tout cas des rainures de couleurs différentes et ça finit par devenir un objet d'art. Voyez, oui. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom particulier et je trouve que l'image est assez juste en fait, parce bien sûr qu'on a des cicatrices quand on a souffert, surtout quand on a souffert enfant, mais malgré tout on peut en faire quelque chose, quoi. Oui, c'est arriver à accepter d'avoir été cabossé, entre guillemets, mais de dire, voilà, ça fait partie de moi aussi et je vais continuer avec ça. Je vais continuer à avancer avec ça, me construire avec ça et peut-être arriver à faire de jolies choses par ce qu'on subit quand on est victime, c'est pas une fatalité et c'est surtout pas quelque chose qui doit perdurer. Je peux me sortir de ça. Après, il faut aller, faut arriver à se faire aider, et puis il faut laisser aussi du temps au temps, parce qu'il y a quelque chose qui est incompressible, c'est le temps. Le temps, c'est quand on est blessé, la cicatrice, ça prend du temps de cicatriser. Oui, c'est un temps assez variable d'ailleurs suivant les personnes. Il y a des personnes qui vont mettre plus de temps que d'autres. Et il faut pas hésiter aussi à changer d'aide. Je veux dire, à changer éventuellement de thérapeute, à changer de carrément même de thérapie. Enfin, on peut avancer par exemple à un moment donné avec une thérapie cognitive, et puis après on va avoir besoin peut-être d'une thérapie plus analytique. Enfin, qu'importe. On peut avoir besoin d'aller faire du yoga, on peut avoir besoin d'aller faire un stage de chamaning, que sais-je, mais c'est pas. Oui, allez-y, je vous en prie. Vous avez raison, Brigitte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise thérapie. Il y a des thérapies qui correspondent à des personnes à l'instant T. Et c'est toujours quelque chose qui amène une pierre à l'édifice et qui m'amène vers la reconstruction, plus que la reconstruction, c'est avoir une compréhension de ce qui s'est passé en fait. Oui. Mais ce qui est compliqué, et c'est peut-être ça aussi qui est important à dire, puisqu'on va surtout parler des enfances qui ont été violentées. Quand on est enfant, on n'a pas le repère de savoir que ce qu'on nous fait, c'est pas bien.
C'est ça qui est difficile finalement. En tant qu'enfant, on a l'impression que par exemple, que si notre père est violent, qu'il nous frappe, on a l'impression que c'est normal, que c'est un papa qui frappe, mais comme tous les papas, quoi. Oui. Et alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que quand j'ai des patients en face de moi et qu'on aborde l'éducation et l'enfance, tout le monde me dit j'ai eu une vie normale. Et des fois, des gens qui me disent j'ai eu une vie normale, mais il y a eu l'inceste, ou il y a eu de la vraie violence physique, ou il y a eu des privations de repas le soir, d'aller se coucher sans manger, parce que... et c'est vrai que pour l'enfant, c'est une norme. Alors, c'est difficile pour l'enfant parce qu'il n'a pas ses repères. Ses repères, c'est ses parents. Donc, ce que nous inculquent les parents, c'est la normalité. En tout cas, c'est ma normalité. Par contre, quand on prend les enfants en charge tôt et de bonne heure, la force qu'ils ont par rapport à un adulte, c'est qu'ils sont plus souples, j'allais dire, psychologiquement. Ils avancent beaucoup plus vite parce qu'ils ont confiance en l'adulte. Ils s'appuient sur l'adulte. Et beaucoup de psys vous diront qu'un enfant, ça nous rend un peu narcissique, nous les psys, en disant mais on est bon, ça va très vite. C'est pas qu'on est bon, c'est que l'enfant, il va vite. Et ce qui pourrait prendre des mois avec un adulte, chez les enfants, des fois, 3-4 séances, on a des changements spectaculaires. Donc, ce côté le fait d'aborder l'enfant, c'est important parce que, oui, c'est terrible pour l'enfant, mais l'enfant, il arrive à guérir, ou en tout cas, il est beaucoup plus souple et beaucoup plus dans la vie que l'adulte. L'adulte, oui. Oui, parce que l'adulte, il a déjà mis des tas de blocages, défenses en place qu'il faut aller à coups de marteau-piqueur pour les casser. La faute caractérielle, voilà. Quand on est adulte, on est plus sclérosé, j'allais dire, plus rigide. Exactement. Mais alors, c'est d'autant plus important, et ça, je le dis aux parents qui nous écoutent, surtout, soyez à l'écoute de vos enfants, parce que si vos enfants, par exemple, ont subi de la maltraitance avec des camarades ou pourquoi pas un abus sexuels qui viennent un peu comme ça se plaindre, surtout écoutez-les, parce que si vous les écoutez, vous pourrez les aider à dépasser ce traumatisme beaucoup mieux que si vous le laissez s'incruster, si je puis dire, dans leur profondeur de leur psychisme. Oui, il y a ça, et en plus, si on informe les enfants, si on commence à les sensibiliser, on en parlera peut-être tout à l'heure, je vous avais demandé de recevoir une Nathalie Cougny qui fait partie de l'association des maltraitances, moi j'en parle, mais la prévention, elle est importante, soit pour effectivement prévenir, soit pour éviter de se retrouver dans une espèce de cercle vertueux qui fait que lorsqu'on est dans les violences intrafamiliales notamment, ça commence toujours à bas bruit. Ça va être des maltraitances un petit peu psychologiques, ça va être... et puis après, ça va monter crescendo, on va en arriver à des insultes, ou en tout cas une forme de déni, et puis après les insultes viendront les mots relativement graves, le déni, où on va dire à l'enfant tu es nul, t'es bon à rien, t'arriveras jamais dans la vie, et puis on peut arriver effectivement après à de la vraie violence physique, donc des coups, un enfant qui se fait séquestrer, un enfant qui se fait frapper, et c'est vrai que si on arrive à informer l'enfant tôt, on peut lui permettre d'anticiper ça et de ne pas se retrouver dans cette escalade-là, parce que la violence, elle augmente au fil du temps. Parce que petit à petit, les gens qui sont dans ce cercle de violence-là le normalisent. Et donc, ça va de plus en plus... C'est l'histoire des guerres. C'est exactement l'histoire des guerres. Les guerres, ça part toujours sur un différent. Et c'est pour ça que cette histoire on entend beaucoup parfois des gens, des femmes qui vont voir la gendarmerie ou la police, et où la police conclut un différend familial. Un différend familial, c'est un divorce. C'est quand on n'est pas d'accord sur la modalité de garde, donc savoir est-ce que je garde la maison ou est-ce que c'est... Voilà, ça c'est un différend familial. Mais là, dans les violences, on n'est plus sur un différend familial, on est dans la violence. Oui. C'est important de bien le savoir. En tout cas, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Sud Radio au 0826 300 300, que ce soit vous qui avez subi de la violence intrafamiliale, que ce soit votre enfant, ou bien si vous travaillez justement avec des enfants et que vous avez envie de témoigner, parce que justement vous avez des indices qui permettent de voir à quoi un enfant a été violenté ou du moins subi des violences dans sa famille. N'hésitez pas, on a besoin de tous ces indices. Allez, on fait une petite pause, Bruno Ponsnard, et on se retrouve avec Sébastien qui sera avec nous dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
C'est avec Bruno Ponsnard que nous parlons aujourd'hui des violences intrafamiliales et comme je crois qu'on a des chiffres de toute façon qui sont assez catastrophiques, Bruno Ponsnard. Oui, sur les violences intrafamiliales, notamment sur l'inceste, il y a une commission qui vient de sortir où il y a plus de 160 000 enfants victimes d'inceste tous les ans en France. Parce que on retrouve malheureusement dans les violences intrafamiliales des violences sexuelles aussi. Puis on a une actualité très chargée à propos des féminicides. On a eu l'occasion d'en parler lors de la dernière émission, et c'est vrai que c'est assez catastrophique. Et surtout, le reproche qu'on peut faire, c'est que il n'y a rien de structuré. Enfin, il y a des associations qui sont là pour prendre en charge les personnes, mais il y a une grosse carence de moyens et de personnes, si vous voulez, et notamment de personnes formées. Bien sûr, oui. La difficulté de la prise en charge, c'est que ça prend du temps de se former, et voilà. Mais on œuvre pour ça, et tous les jours, les gens qui sont engagés un peu comme moi, je suis pas un militant habituellement, mais là, oui, effectivement, je m'engage dans ce sens-là parce que c'est important qu'on ait un monde un peu plus apaisé, un peu plus bienveillant que ce qu'on voit aujourd'hui. Exactement, parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est la société de demain, comme j'aime à le répéter, et si nos enfants vont bien, la société ira mieux. Voilà, c'est important. N'est-ce pas, Sébastien? Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Bruno. Bonjour Sébastien. Merci d'être avec nous, Sébastien. Alors, vous êtes adulte, bien sûr, mais vous avez subi des violences de la part de votre beau-père, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Racontez-nous. Écoutez, je vous situe le contexte. Donc, j'avais environ 3 ans lorsque ma mère se remarie. J'ai des frères et sœurs avec qui j'ai jamais vécu quasiment. Ils sont partis vivre chez ma grand-mère et moi, comme j'étais le plus jeune, je suis resté donc avec ma mère. D'accord, donc c'était vos frères et sœurs des mêmes parents, c'est bien ça? Des mêmes parents, tout à fait. Oui, qui ont eu la chance, si je puis dire, de partir avec chez votre grand-mère, et vous restez avec maman qui se remarie. Qui se remarie, et je grandis, et petit à petit, je me rends compte qu'en fait, je me fais taper dessus pour un oui, pour un non. Je me fais rabaisser tout le temps. On m'appelle pas par mon prénom, on me donne des noms, des espèces de noms que je peux même pas vous dire parce que ça me reviendrait à l'esprit et c'est pas bon. Et en fait, je me fais tout le temps crier dessus, terrorisé. J'ai toujours tort, quoi qu'il arrive, j'ai tort. Des noms qui sont des noms, j'imagine, dégradants, évidemment, c'est une terrible humiliation pour un petit garçon. Oui, exactement. En fait, on m'appelle pas par mon prénom. On m'appelle comme si j'étais un animal avec un surnom. Et ça, en fait, ça a développé chez moi une peur. Je voyais cet homme en fait comme un bourreau, quoi. Chaque fois que j'allais être en sa présence, une espèce de chose qui me tiraillait, mais me faisait une peur, mais incroyable. Et ça a duré longtemps, très très longtemps. Et vous pouviez pas en parler à votre maman? Le problème, c'est qu'elle est au courant, quoi. D'accord, elle laissait faire. Devant elle, il vous traitait avec des noms d'oiseaux. Ah oui, tout à fait. Devant elle, il me traitait des noms d'oiseaux. Devant elle, je prenais des torgnoles, des coups de pied, des coups de pied. Un jour, elle n'était pas là, il m'a enfermé dans la cave. Je suis sorti de la cave, il m'a remis dans la cave. Un truc de fou, quoi. Et donc comme ça j'ai grandi jusqu'à un certain âge. Alors je vous fais la version courte parce que sinon vous pourriez passer l'émission avec moi, quoi. Et vers l'âge tiens, je me rappelle, j'ai une petite anecdote aussi puisqu'on me parlait de ma mère. Vers l'âge, je crois, de 8 ou 10 ans, je lui ai demandé, j'avais écrit une lettre pour qu'elle la donne à mon père. Et du coup, elle n'a jamais donné cette lettre. Elle n'a jamais envoyé cette lettre. En fait, elle me disait que mon père m'avait abandonné, qu'il était parti. Oui, et cette lettre, c'était un appel au secours que vous faisiez à votre père? Oui. Oui, c'est terrible. Je suis désolée, Sébastien. Mais c'est pas grave, ça fait du bien aussi de pleurer, vous savez, Sébastien. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de souffrance en vous.
et qu'il y a des choses qu'il faut encore réparer. Oui. Et beaucoup de courage de témoigner aujourd'hui, Sébastien. Vraiment. Alors, je voulais vraiment témoigner dans cette émission-là. La dernière fois, déjà, je vous avais écouté. En fait, je vous écoute tout le temps. Hein. Brigitte, plus je vous écoute, plus je vous trouve belle. Franchement, vous êtes incroyable. Je vous écoute tout le temps. Je voulais témoigner la dernière fois, mais j'ai pas pu. Donc, les années ont passé. À l'âge de... Je devais avoir quasiment 15 ans et demi. Et là, je lui ai dit stop, ça suffit. Je me suis battu avec lui. Je lui ai lancé des pierres dessus. Je lui ai sorti tous les gros mots de la terre et je suis parti. Et j'ai atterri, bien sûr, chez ma grand-mère, où j'ai grandi. J'ai pris un appartement, j'ai grandi, je me suis marié. Votre grand-mère, elle a pu vous accueillir, elle a pu comprendre d'où vous veniez? C'était une autre époque. C'était des gens qui avaient vécu la guerre. Ils étaient pas dans le jugement, ils étaient vraiment dans la compassion. Et ma grand-mère... Attendez, je respire. Ma grand-mère, c'est un ange exceptionnel. D'accord. Donc, arrivé chez elle, quelque part déjà, il y a quelque chose qui peut se passer. Il y a une sorte d'apaisement. Vous vous sentez enfin accueilli en tant qu'être humain et non pas comme une sorte de verrue qui dérange, quoi. Exactement, il y a ça, il y a aussi cette grande peine de voir que j'ai 15 ans et demi, que je me retrouve en dehors du système scolaire en train de travailler et que tous les enfants de mon âge sont encore à l'école avec leurs parents. Enfin, il y a ce tiraillement quand même, il y a cette sécurité qui est venue s'installer au niveau émotionnel, au niveau, lorsque je rentre à la maison, je prends plus de coups. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce tiraillement de voir que finalement, je n'ai plus une vie entre guillemets, normal. Voilà. Oui, bien sûr. Il y a une différence fondamentale entre vous et puis les autres enfants de votre âge que vous fréquentez. Sébastien, vous restez avec nous, on va se retrouver et puis je vous laisserai échanger avec Bruno Ponsnard pour voir justement où vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a peut-être encore à réparer. En tout cas, merci de votre témoignage et écoutez, je crois qu'on est assez ému de vous entendre et merci de vous confier comme ça à nous. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Les violences intrafamiliales, on en parle avec Bruno Ponsnard qui est avec nous, psychanalyste, sexologue, clinicien et militant justement pour que la société s'améliore, parce que quand on entend le témoignage de Sébastien, on a vraiment envie que ça s'améliore. Sébastien, merci d'être avec nous. Donc vous nous avez raconté toutes les violences que vous avez subies de la part de votre beau-père. À 15 ans et demi, vous devenez grand, vous devenez apte à vous révolter. Et je trouve que d'ailleurs cette attitude que vous avez eue là de le violenter juste avant de partir, je suis sûre que ça a été le premier pas de votre résilience. Oui, je pouvais plus. J'étais arrivé à bout de ce que je pouvais supporter. Et voyez, je dis souvent, la colère, elle peut être tout à fait positive, parce que c'est aussi ce qui nous permet de poser enfin nos limites. Vous voyez, cette colère que vous avez eue, il est certain que ce qui aurait été terrible, c'est si par exemple vous l'aviez tué avec une pierre, parce que là, vous auriez eu votre vie totalement massacrée, alors que c'est lui qui a massacré la vôtre. Mais... Et pourtant, je ne rêvais que de ça. Mais je me doute, mais c'est normal. Enfin, excusez-moi, mais ça peut peut-être choquer, mais non, Bruno Ponsnard, c'est normal. Bien sûr, votre colère, elle est salvatrice, c'est le moyen de s'en sortir, c'est-à-dire à un moment donné, je ne peux plus supporter l'insupportable. Oui, c'était insupportable, et d'autant plus que, lorsque j'étais gamin, tout le monde le savait, le quartier le savait, les gens le savaient, les voisins le savaient, tout le monde le savait. Vous aviez honte? Vous aviez honte, Sébastien? Non, j'avais pas honte. Non, du tout. Je me sentais pas aimé, mais j'avais pas honte. Merci pour ce témoignage. Et moi, je vais faire un appel là, devant tout le monde, parce que ça, c'est des choses qu'il faut qu'ils changent. On a l'obligation légale, hein, tout citoyen a l'obligation de signaler tout signe de maltraitance sur des mineurs de moins de 15 ans ou des personnes vulnérables, c'est des personnes qui sont placées en tutelle ou en curatelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je milite. Même parmi les professionnels, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire, c'est parce qu'ils n'ont pas ça dans leur formation initiale. Il y a certains enseignants ou ATSEM qui ne savent pas
que quand un enfant est maltraité, qu'un enfant raconte qu'il subit des maltraitances chez lui, on doit le signaler auprès du procureur. Oui. Et c'est ça que je trouve terrible, vous voyez, parce qu'on vous entend souffrir, et bien sûr que ça peut que nous toucher et nous émouvoir. Mais au-delà de votre émotion, ce qui me fait rager, moi, en tant que soignant, moi, je rêve de devenir un préventeur, en fait. J'arrêterai la thérapie, je ferai de la prévention. Ça voudrait dire qu'on est dans un monde meilleur. Et ce qu'il me faut en rogne, c'est que, vous venez de le dire, tout le monde le savait. Et personne n'a parlé. Et ça, c'est insupportable. Oui. Donc, merci, un grand merci. Vous mettez de l'eau dans mon moulin. Et j'en suis vraiment ravi. Et vous avez le courage de dire ce que beaucoup de personnes ont du mal à dire. Souvent, on me dit ouais, mais pourquoi ils en parlent 20 ans ou 30 ans après? Ben, on parle quand on peut, on parle quand on y arrive. On parle quand il n'y a plus l'émotion qui nous bloque. On parle quand on est en capacité d'assumer les pleurs qu'on a comme ça devant un micro, devant des milliers de personnes. Et que quand même, eh ben, on respire, comme vous avez dit, je vais respirer et je vais aller au bout de ce que j'ai à vous dire. Donc pour ça, un grand bravo, Sébastien, vraiment. Merci. Et dans ce enfin, parcours chaotique qu'est le mien, aujourd'hui, je vous en parlerai pas. Je vais juste évoquer l'idée. Et juste pour dire qu'en plus de tout ça, j'ai subi des violences sexuelles. Mais pas par cet homme, par d'autres personnes. Et ça, j'en ai jamais parlé à personne. Parce qu'il n'y avait pas d'oreille. Il n'y avait personne qui pouvait écouter sans juger. Mais ça, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. De ça, je vais vous parler plutôt de la continuité de ce que j'ai fait après. Oui. Si vous voulez bien. Mais bien sûr, Sébastien. Écoutez, les années ont passé. Je me suis marié. Je me suis marié assez jeune d'ailleurs, vers 24 ans. À 33 ans, j'ai divorcé. Je me suis rendu compte que la vie que j'avais, c'était pas celle que je voulais. Donc, j'étais marié à une femme très très gentille. Et là, il a fallu que je divorce. Et à 33 ans, d'ailleurs, vous, Brigitte, qui aimez bien les symboles, 33 ans, oui, l'âge du Christ. J'ai demandé donc à ma mère et à cet homme, je voulais leur parler. Je leur ai dit, voilà, il faut qu'on discute. Maintenant, l'heure est arrivée, il faut qu'on parle. Donc, ma mère n'a pas pu être présente à cette discussion. Et j'ai invité cet homme au restaurant. On est partis manger tous les deux, en tête à tête. Et là, droit dans les yeux, je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as traité comme ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Il faut que je comprenne. Et là, il m'a parlé, il m'a raconté sa vie. Il m'a dit que lui-même avait été un enfant, un enfant perturbé, un enfant battu, des parents qui buvaient, une enfance chaotique. Et je lui dis, mais j'étais un enfant, moi. Pourquoi? Je ne comprends pas quand même. Cette explication, je l'entends, mais elle n'a pas de sens pour moi. C'est surtout qu'elle n'excuse rien, Sébastien. Bien sûr qu'elle est enfin bien sûr qu'on sait qu'on peut répéter adulte en faire subir à un enfant ce qu'on a subi soi-même enfant, hein, on le sait, mais ça n'excuse rien. Allez-y Bruno, pardon. Oui, je disais ça explique, mais ça ne justifie pas. Du tout. Parce qu'il sait ce que c'est que le bien et le mal, et même si on a subi des choses, on n'est pas obligé de les faire subir aux autres. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de travail dans ce sens-là, mais tout à fait. Mais vous avez eu le sentiment qu'il y a peut-être eu une petite minute de regret de sa part quand vous lui dites ça? Oui, parce qu'il s'est excusé, il m'a demandé pardon. Ça c'est pas mal, oui. Il s'est excusé, il me demande pardon et il me dit je suis fier de voir l'homme que tu es devenu. Et il me dit, il a 2 enfants, donc du coup, avec ma mère, il a eu 2 enfants. Et il me dit, j'aimerais que mes 2 enfants soient comme toi. Et moi, à ce moment-là, je lui dis, écoute, tu sais quoi, je te pardonne. Franchement, je te pardonne, il n'y a pas de souci, j'arrive à te pardonner. Par contre, je pourrais jamais pardonner à ma mère d'avoir préféré un type comme toi à son enfant. Je ne peux pas, je ne comprends pas. Ça me dépasse. La personne qui devait me protéger m'a laissé à mon bourreau tous les jours.
Oui, mais Sébastien, encore une fois, c'est inexcusable de la part de votre mère, hein, mais je trouve que vous avez un cœur tendre, un cœur très tendre, et vous l'avez certainement de la manière dont vous parlez de votre mère, elle était certainement trop tendre pour pouvoir prendre votre défense. Et elle a subi, certainement en souffrant, ou peut-être dans le déni d'ailleurs. Mais voyez, je pense qu'il y a quelque chose certainement de cet ordre-là. Encore une fois, ça n'excuse rien, hein, je suis bien d'accord. C'est pour ça que je vous adore, Brigitte. Vous avez toujours des mots, des phrases très... vous êtes dans la compassion, dans l'entente. Aujourd'hui, c'est ma colère, elle est trop forte pour passer sur ça encore. Je suis prisonnier encore de cette colère. Elle est là, elle est omniprésente. Et c'est paradoxal parce que je lui en veux, entre guillemets, je lui ai pardonné, hein, mais j'ai ce sentiment de me dire, bon, aujourd'hui je suis devenu un hypersensible dans la vie à cause de cette souffrance, certes, mais cette colère, elle me retient quand même, et je rends ma mère responsable de ça. Même si c'est lui qui m'a tapé, même si c'est lui qui m'a frappé, je la rends responsable comme ayant toléré ça. Elle aurait pu mettre un terme à ça. Elle en avait la possibilité, elle en avait la capacité de mettre un terme à ça. Et ça ne s'est pas fait. C'est pas sûr. C'est pas sûr, Sébastien, qu'elle en ait eu la possibilité. Si elle était très soumise, très fragile, je crois pas, si vous voulez, qu'elle a préféré votre père à vous, parce que je crois juste qu'elle a subi. Enfin, je sais pas, hein, Bruno Ponsnard, on fait là, enfin moi je fais une interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. Trop peu de temps pour contextualiser votre histoire, Sébastien. Oui. C'est dommage parce que après, si vous avez déjà réussi à pardonner à cet homme qui était quand même votre bourreau, le premier des bourreaux, Oui. Le temps c'est un allié précieux en fait. Donc, à un moment donné, les choses elles s'apaisent pas d'elles-mêmes, mais parce que voilà, il y a une digestion. À un moment donné, on digère les choses et quand on subit des attouchements, l'inceste, la pédophilie, la violence familiale, à un moment donné, on réalise qu'on n'est plus dedans, si vous voulez. C'est pas une fatalité. Et quand on reste dans cette forme de souffrance, c'est comme si on faisait vivre ou revivre cette souffrance-là. Et la résilience, c'est à un moment donné, faire comme vous avez fait. Ça se passe dans la douleur, ça se passe dans les pleurs, bien sûr. Mais c'est à un moment donné dire, voilà, maintenant, je vais vivre. Et c'est le plus joli pied de nez que vous pouvez faire, non pas à votre bourreau, mais à la vie, quoi. C'est-à-dire, voilà, la vie, elle est importante. Et on entend chez vous aussi qu'il y a c'était un film, me semble-t-il, cette fureur de vivre. Exactement. La fureur est liée. J'ai la chance, entre-temps, d'avoir une autre compagne et d'avoir eu un enfant. Et j'ai la chance de m'être séparé avec cette compagne et de me retrouver moi-même face à une séparation et un enfant. Et je me suis battu au sens propre pour avoir la garde alternée. Et je me suis battu aussi pour que ma fille ait à la fois son papa et sa maman. Et j'ai fait en sorte que, avec sa maman, malgré la séparation, nous puissions toujours avoir des bons rapports pour que ma fille puisse grandir avec son papa et sa maman. C'était pour moi le pied de nez à la vie, il était là. Je me suis dit, ok, on m'a coupé quelque chose, on m'a enlevé quelque chose, mais je ne veux pas transmettre ça à ma fille. Elle n'a pas à le supporter, elle, dans sa vie. Donc j'ai tout fait. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien. Donc j'ai ma petite revanche, elle est là. Voilà, ma petite revanche pour moi, elle est là. Oui, vous avez réparé à travers votre fille ce que vous ne pouviez pas réparer en tant qu'enfant, parce qu'encore une fois, dans cette histoire, vous étiez 100% victime, hein, quoi qu'on puisse en penser, quoi qu'on puisse en dire. Sébastien, vraiment, j'ai été très touchée par votre témoignage et c'est vrai qu'on sent une grande sensibilité chez vous, mais vous en faites quelque chose de beau et c'est ça qui compte. Et quelque part, peut-être que ce que vous avez traversé de si douloureux fait que vous êtes peut-être cet homme qui semble si sensible aujourd'hui. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Bruno, pour votre émission. Merci. Merci à vous. Merci vraiment pour le témoignage. Vraiment. Il va être utile, ce témoignage. Oui, je suis certaine. En tout cas,
comme toujours dans des émissions comme ça, c'est difficile, mais c'est important qu'on vous entende. Si vous aussi vous avez envie de témoigner, on est là. 0826 300 300. On change de sujet avec Philippe Hoffman qui va nous parler des ados après la Covid. La transition n'est jamais très facile, n'est-ce pas, Philippe Hoffman, mais c'est le direct. Non, surtout après ce témoignage bouleversant, là, c'est pas si facile que ça. Enfin, en même temps, là aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois de la Covid, mais surtout de ce qui s'est passé pour les ados et pour certains d'entre eux, justement, qui en gardent encore des stigmates aujourd'hui. Donc, bien sûr, on aurait tous envie d'oublier ce truc, et moi, je resterai optimiste en situant ce désastre sanitaire derrière nous, même si certains pensent que ça peut toujours revenir. Enfin bon, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que cette épreuve inouïe là, qui a duré 2 ans et demi, ça nous a rappelé la fragilité humaine. Ça nous a rappelé que pouvait y avoir des grandes épidémies qui ravageaient l'humanité et qu'on était peu de choses, qu'en plus, malgré des sociétés hyper modernes et sophistiquées, il y avait encore bien des incertitudes scientifiques. En fait, le problème dans tout ça, c'est que pendant 2 ans au moins, après ça s'est un peu calmé, l'angoisse de mort n'a jamais été aussi présente. On en parlait tous les jours avec le nombre de morts, etc. Et en fait, ça a été une confrontation au réel, à la mort, qui a été terrifiante, et surtout pour les jeunes. Ils se sont sentis complètement angoissés, piégés dans leur désir de liberté et d'autonomie, parce qu'on les a confinés, on leur a mis des couvre-feux, et puis ils se sont sentis, ils ne pouvaient plus voir leurs amis, ils ne pouvaient plus avoir de contact en dehors des réseaux sociaux, et on le sait très bien que c'est un peu insuffisant. Donc ils se sont sentis un peu abandonnés, en plus de ça, stigmatisés, vous savez, comme des porteurs sains d'un danger mortel. Vous vous souvenez, on disait, s'ils vont voir leurs grands-parents, ça y est, ils vont les tuer. Oui, c'était compliqué. Donc, c'était beaucoup de choses, et en prime, il a fallu qu'ils supportent l'ambiance familiale angoissée, vous savez, qui était en écho à l'ambiance générale. Donc, c'était très, très dur, et la plupart se sont enfermés dans leurs écrans jour et nuit, et certains, pour sortir de cet enfer, se sont déprimés. Ou alors ils ont fomenté des issues violentes. Ils ont attaqué leurs proches. Il y a eu des drames familiaux où ils ont retourné leur agressivité contre eux-mêmes. Et là, c'est incroyable, mais les urgences psy en 2021 ont enregistré 70% de plus de tentatives de suicide chez énorme. Les 15-19 ans. C'est absolument énorme, et ça correspondait bien, vous savez, au moment de confinement ou d'annonce d'un nouveau variant, etc. Et donc, une semaine après, c'était comme ça. Donc, en fait, après, il y a eu des analyses de ça, et on pourrait dire que c'est une forme d'élan un peu tout-puissant pour échapper à cette menace qui est incontrôlable, invisible, et c'est une façon un peu particulière de contrôler sa vie et sa mort. Alors, ça c'est du côté... Heureusement, il y a beaucoup de gens qui, même s'ils ont fait des tentatives de suicide, sont sortis de là. Par contre, du côté de la scolarité, là, ça a été vraiment pas très brillant, et voire catastrophique pour certains. D'abord, on a demandé aux parents, vous vous souvenez, de tout assumer, leur télétravail, la vie domestique, et puis surtout de se substituer aux profs. Donc, c'était quasiment impossible. Certains ont craqué. D'ailleurs, on a constaté, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, qu'il y a eu de plus en plus de violences conjugales pendant cette période-là. Il y a eu beaucoup de plaintes pour ça. Et les ados, je crois qu'il y a même des enfants qui étaient enfermés dans des placards. Je crois qu'il faut... Exactement. Ils ont été maltraités, mais aussi les femmes, aussi les couples ont divorcé. Enfin bon, après ça... le huis clos, ça peut provoquer de la violence, évidemment. Oui, et puis là, c'était un sacré huis clos angoissé, puisqu'on se disait, si on sort, on meurt. Donc, pour la scolarité, ils ont été contraints, les ados, d'être hyper autonomes, de suivre les cours en visio ou en alternance. Il y en a beaucoup qui ont décroché, et parfois sévèrement. Résultat, il y a eu des phobies scolaires en pagaille, avec, vous savez, ceux qui ont eu peur et qui se sont enfermés
quasiment à perpétuité chez eux, avec des cours par le CNED, et donc encore aujourd'hui, on les a pas vus revenir à l'école. Et puis il y a eu surtout des ruptures de scolarité totale, des moins de 15 ans qui ne sont jamais revenus à l'école, qui ont arrêté leur scolarité, qui ont pensé que de toute façon ils n'y arriveraient pas, et qui n'ont pas été véritablement soutenus. Donc moi, ce que je voulais dire là aujourd'hui, c'est que après ces 2 années dramatiques, c'est indispensable de ne pas abandonner les victimes psychologiques et sociales de la pandémie, surtout chez les jeunes, et continuer à leur proposer de l'aide, des soins sociaux et psychologiques, et aller les repêcher, quoi, en quelque sorte. Bon, heureusement, il y a eu, pour les familles les plus structurées, ceux qui étaient bienveillants, qui avaient une écoute, une flexibilité éducative, des effets plus positifs. Il y a des jeunes qui se sont sentis beaucoup plus matures. Ils se sont rapprochés de leur fratrie, ils sont moins chamaillés, ils se sont rapprochés de leur famille éloignée par Internet. Ils ont alimenté un peu leur roman familial et généalogique. Et puis, ils se sont inquiétés, à juste titre, pour leurs grands-parents. Et en fait, aujourd'hui, quand ils les retrouvent, le lien est renforcé, s'ils ne sont pas morts, malheureusement. Ils ont compris surtout une chose, c'est qu'il fallait être autonome. Et du coup, ils travaillent un peu mieux qu'avant, scolairement. En fait, tout n'est pas catastrophique, mais chacun sait aujourd'hui que nous devons vivre avec une incertitude malgré des sociétés hyper protectrices. On voit bien qu'on ne peut pas protéger de tout. Donc ce sentiment ne se doit pas effacer non plus tous les projets des jeunes. Au contraire, rien n'est acquis, tout est complexe, mais l'adaptation est une force. Il nous faut tout réinventer peut-être, mais on retrouvera un monde plus équilibré, alors faisons confiance à nos jeunes. Eh bien, restons sur cette note d'espoir. Merci beaucoup, Philippe Hoffmann. On va se quitter un court instant, Bruno Ponsnard, et c'est Christelle qui va revenir avec nous sur Sud Radio. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Bruno Ponsnard que nous abordons les violences intrafamiliales. Alors, on a eu évidemment ce témoignage très émouvant de Sébastien et nous allons maintenant écouter Christelle. C'est tout à fait une autre histoire, mais je crois qu'encore une fois, c'est ces histoires si différentes et en même temps, quelque part, toujours marquées par beaucoup de souffrances qui peut-être nous feront prendre conscience qu'il y a réellement quelque chose à faire pour lutter contre ces violences intrafamiliales. Bonjour Christelle. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Christelle. Alors vous êtes resté avec un homme qui était violent durant de nombreuses années. Oui, tout à fait. Déjà, je suis un peu émue du témoignage du monsieur qui était là tout à l'heure. Donc je voudrais le féliciter pour son courage. C'était très émouvant. Donc voilà. Ben oui, je sais, Christelle. Je crois que nous aussi, on a été très touchés et c'était très beau. Ouais, c'est jamais facile, mais il était très courageux. Donc, c'est bien. Ouais, voilà. C'est jamais simple. J'ai été très interpellée aussi par le petit reportage qui a été fait juste après sur les jeunes, les tentatives de suicide et les difficultés scolaires. Parce qu'en fait, je vais reprendre mon souffle, pardon. Moi, j'ai vécu, c'est jamais évident. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un pendant quasiment 15 ans, effectivement, qui était violent dans ses propos, qui était très très colérique, très exigeant et qui était en permanence en train de passer ses colères, alors sur nous, sur ma fille et puis sur moi, mais surtout sur moi dans un premier temps. Au moindre truc qui allait pas, en fait, c'était des crises de colère qui pouvaient partir avec des fronts à front, avec des yeux pleins de haine, des coups de poing dans les murs, des choses complètement délirantes. Ce monsieur-là, je l'ai rencontré, j'étais jeune, en fait. Moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille où on m'a pas appris, j'ai pas grandi avec de l'estime de moi, des je t'aime, des remerciements, des félicitations. Donc c'est difficile de se construire dans ce contexte-là. Et c'est ce qui fait, je pense qu'on va en fait naturellement aussi vers ces gens ou que ces gens-là sont attirés par nous en fait. Donc, c'est-à-dire que oui, il a dû sentir chez vous une fragilité dans le sens où vous n'aviez pas la capacité à poser vos limites puisque c'était quelque chose d'inné. Pourtant j'ai un fort caractère, j'avais en tout cas jusqu'à connaître ce monsieur.
j'avais un fort caractère. Alors au début, c'était des toutes petites choses en fait, mais on le met sur le quotidien en se disant bon, une petite dispute, un petit truc qui va pas, et le ton monte mais redescend, et puis après ça se calmait. Puis j'avais des fleurs, puis on allait manger au resto et des petites choses comme ça. Et puis je suis très rapidement tombée enceinte. Oui, c'est le chaud et froid sans arrêt. Hein. C'est ça, en fait, c'est ça. Mais au début, on ne le voit pas. Et puis les gens qui sont autour, les copines et tout ça, qui me disent quand même, tu devrais faire attention et tout. Je dis, mais non, enfin, je voyais pas en fait, je voyais pas le mal. Mais c'est vrai que c'était chaud froid, mais bon, sans plus. Et puis je suis rapidement tombée enceinte. Oui, mais vous savez, Christelle, il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre. D'abord, vous étiez jeune. Ensuite, c'était une époque où vous n'aviez peut-être jamais entendu parler de ce qu'on entend peut-être parfois même un peu trop, les fameux pervers narcissiques. Et donc, bon, vous étiez contente d'avoir trouvé un homme, d'être avec quelqu'un, et vous avez préféré ne pas voir ce qui pourtant était certainement très visible, puisque vos proches vous le signalent. Eh ouais, on s'en rend pas compte en fait. Et c'est vrai qu'avec le recul, bon maintenant ça fait 20 ans, puisque ma pépette va avoir 18 ans dans quelques jours. Et ouais, le temps passe vite. Et c'est vrai qu'avec tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'est Bruno qui a dit que le temps était bénéfique. C'est vrai, on s'en rend pas compte tout de suite, mais quand on arrive et qu'on a la chance et la force de faire un travail sur soi-même, moi j'ai fait beaucoup de MDR et j'ai réussi. Il faut savoir, il faut que les gens l'entendent, parce que moi je l'ai longtemps pas cru du tout. On arrive à se libérer de l'emprise de ces gens en fait. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Christelle, vous allez rester avec nous. On va vous retrouver après les infos. Bon, c'est toujours des émissions un petit peu plus décousues, hein, parce que c'est des témoignages qui méritent qu'on prenne le temps de les entendre pour justement en faire quelque chose de positif. Alors, vous restez avec nous, Christelle. On vous retrouve après les infos. Bruno Ponsnard, après les infos, vous pourrez déjà donner quelques réflexions sur ce que vous avez entendu de Christelle. Et puis j'imagine que vous allez nous parler aussi de votre fille, hein, puisqu'elle a quand même grandi, j'imagine, avec un père qui n'est pas un très bon père, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous aussi vous avez envie de nous rejoindre sur Sud Radio, vous avez compris, aujourd'hui aussi on parle vrai, parce que c'est important d'entendre ces témoignages qui certes sont pas faciles à entendre. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Parlons. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Bruno Ponsnard que nous continuons durant cette deuxième heure à évoquer les violences intrafamiliales. Alors Bruno Ponsnard, on vient d'entendre Christelle qui est toujours avec nous et qui a vécu 15 ans donc avec un homme pareil violent, autant sur le plan psychologique mais certainement également sur le plan physique. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà, Bruno Ponsnard? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Elle nous a donné une information assez importante sur le fait qu'elle-même n'a pas été éduquée dans une forme de mise en valeur de ce qu'elle était. Pas beaucoup de compliments, pas beaucoup de... pas de je t'aime, pas de... Et c'est vrai qu'on s'approprie ça pour norme, et elle a parlé, Christelle, vous avez parlé de quelque chose aussi important, c'est de dire que peut-être que cette rencontre, elle n'était pas... faite par hasard. Et quand on est éduqué et qu'on a un sentiment de ne pas être en valeur, on est moins exigeant sur les rencontres et on va aller vers des gens qui vont un peu nous raconter la même histoire que ce que les parents ont pu nous raconter. C'est ce qu'on appelle les compulsions de répétition en psy. Et c'est important d'avoir conscience de ça parce que ce qu'on vit dans l'enfance, on le reproduit après inconsciemment. Et c'est ça qui est terrible. C'est tout à fait ça, et souvent, quand on n'a pas la visibilité et qu'on est dans une forme de déni, on se dit on ne va pas s'en sortir. Et moi, je suis très heureux que vous ayez témoigné et très heureux que vous ayez donné cette information de oui, on peut s'en sortir. Effectivement. Oui, c'est très important et moi j'ai mis très longtemps à l'entendre en fait, et à l'accepter, parce que c'est surtout ça, parce qu'en fait on est tellement enfermé dans un complexe, dans une situation compliquée où on se dit qu'en fait au final, moi j'étais persuadée que j'étais bonne à rien, que j'étais stupide, que j'étais pas capable que c'était toujours de ma faute, j'aurais pu, si j'avais su. En fait on vit comme ça H24 et au final on est soi-même, on s'humilie soi-même en fait, puisque... Oui. Parce qu'on nous l'a dit, donc si nos auditeurs veulent se renseigner, sur Wikipédia, il y a un article qui est pas mal fait sur ce qu'on appelle les névroses d'échec. Oui. Et en fait, inconsciemment, on cherche l'échec. On ne le sait pas, on ne le veut pas, mais inconsciemment, on réussit à échouer. Voilà, la névrose d'échec, c'est réussir à échouer un petit peu quelque part.
Oui, parce que de toute façon, comme nos parents nous ont jamais valorisés, bon, bah, il n'y a pas de raison qu'on réussisse, quoi. Oui, c'est même, enfin, je crois, c'est même plus pervers que ça, c'est-à-dire qu'on n'en a même pas conscience, en fait. C'est le quotidien. Il y a aussi, j'ai obéi à ce que mes parents m'ont dit. Ils m'ont dit que j'étais bon à rien, donc je vais faire en sorte d'être bon à rien. Ouais, c'est un schéma en fait, c'est vrai. Et je vous dis, moi maintenant, ça fait 20 ans après avoir rencontré ce monsieur, j'ai réussi, il n'y a pas très longtemps, parce que ça fait juste quelques semaines, à me débarrasser de son emprise. Le travail n'est pas fini, mais en tout cas maintenant, j'ai plus de crainte, enfin je le crains plus. J'ai d'autres inquiétudes par rapport à notre fille et l'impact qu'il a sur elle, etc. Mais j'ai réussi à émotionnellement me libérer de cette personne. C'est pour ça que je tiens vraiment à le dire, et moi je l'ai longtemps pas cru. Excusez-moi, je vous ai coupé, mais franchement, quand on y est et qu'on souffre, on se dit il y a rien à faire, c'est comme ça, c'est une fatalité, on s'en sortira jamais, on n'y échappera jamais. Mais en fait, si, c'est carrément possible, quoi. Oui, et c'est intéressant parce que vous avez parlé de l'EMDR, hein, cette thérapie, et je pense qu'il y avait certainement chez vous beaucoup de traumatismes de peur, parce que vous avez parlé de ces yeux violents, comment ils vous regardaient, etc. Et je pense que l'EMDR vous a aidé à chasser ces peurs qui étaient certainement très très marquées chez vous. Oui, j'ai fait de la thérapie à côté. Et c'est vrai que les deux en complément, puis j'ai fait un peu d'hypnose aussi, parce que vraiment, je voulais vraiment, en fait, au moment de sortir, il fallait que ça s'arrête, parce que ça me réveillait la nuit et tout, donc il fallait vraiment en sortir. Et au fil du temps, avec des réflexions personnelles, des recherches, un peu de lecture, et ces différentes thérapies, j'avoue que le MDR, ça a fini, et pour le coup, rapidement, à achever, en fait, et à classer certaines choses dans mon esprit et à vivre plus sereinement. D'ailleurs, j'en fais faire à ma fille, elle a finalement accepté. Et en quelques séances, on vient de faire la 3e, et je vous assure que je la vois rentrer à la maison. Encore la semaine dernière, j'avais presque envie d'en pleurer, parce qu'elle est rentrée, elle était toute mignonne de ses cours, et en fait, elle avait passé une super journée, elle était contente, elle se trouvait jolie. Et là, je me suis dit, enfin, on y est, quoi. C'est enfin ça, parce qu'elle a grandi en entendant qu'elle était bête, que pour tout et n'importe quoi, mais t'es bête, mais t'es stupide, mais t'as pas vu, mais pourquoi t'as pas fait. Et en fait, malgré le fait que moi je compensais tout ça, parce que j'ai grandi comme ça, en lui disant mais t'es jolie, t'es intelligente, tu fais de ton mieux, mais en fait, ça n'a fait que essayer de compenser un peu. Donc peut-être qu'elle était un peu moins amochée que ce qu'elle aurait pu être s'il n'y avait pas eu cette compensation. J'en ai un peu conscience maintenant. Mais en attendant, elle a eu de gros traumatismes. Je me rappellerai toujours, alors je fermais les portes et tout pour que les voisins n'entendent pas hurler, parce qu'en fait, on l'entendait hurler de l'extérieur. Hein. Donc tout ça, tout à l'heure aussi, je vous entendais dire qu'il faut que les gens, c'est pas se mêler de la vie des autres quand on voit des choses compliquées ou violentes, ou qu'on entend des cris ou des choses, d'appeler à l'aide, en fait. Parce que des fois, les gens n'ont pas le courage, pas la force. Moi, je suis allée déposer quelquefois des mains courantes, mais j'ai jamais eu le courage de porter plainte, en fait, parce que j'avais peur que les gendarmes ou que la police débarquent à la maison, et j'avais peur du reste, en fait. Donc je déposais des mains courantes. J'ai eu le courage, après quelques années, d'aller déposer des mains courantes, mais j'ai jamais osé déposer plainte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand une femme va déposer une main courante, en fait, ça va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Hein. Oui. Les choses ont bien évolué en ce sens. Hein. Ça, c'est une super nouvelle. Ça, c'est très, 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 très bien, franchement. Oui, donc, parce qu'à l'époque, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, si vous allez a priori déposer une main courante, ce sera pris comme une plainte, et la gendarmerie réagira. Hein. Oui, le parquet se saisit et il y a une enquête. Ouais, ça franchement, c'est plutôt très bien. Alors peut-être, dans la vie, on sait jamais, mais je trouve que c'est très bien. Enfin, quoi qu'il en soit. Moi, j'avais peur, donc forcément, j'ai que déposé des mains courantes, mais pas de plainte. Donc, je fermais les portes et les fenêtres, et en fait, on était là toute seule. Je mettais de la musique dans la chambre de ma fille et je fermais la porte pour qu'en fait, en attendant que ça passe. Donc, je me rappellerai toujours, elle avait peut-être même pas 5 ans ou 5 ans et demi, et on avait une très grosse dispute. Et en fait, elle était venue, moi j'étais assise en train de pleurer, elle était venue avec son petit doudou en me disant, mais pourquoi on ne part pas, en fait? Oui. Donc, ça c'est dur. Ça, c'est dur, parce qu'en fait, à côté de ça, moi, j'ai toujours essayé de maintenir le truc en disant, oui, mais t'inquiète pas, ton papa, c'est pas grave, il est pas méchant. Et en fait, j'ai tenu comme ça quasiment 12 ans. Voilà. En me disant,
Il y a une chose qu'on peut dire, je crois que c'est important aussi, quand vous avez affaire à un conjoint qui est violent et vous n'avez pas envie de le dénigrer auprès de votre fille parce que c'est son papa, et vous avez raison, on peut dire une chose qui permet quand même de faire comprendre à l'enfant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut dire « ton papa il est malade ». Et c'est un mot qui veut tout dire et qui veut rien dire, vous voyez Christelle? Ah oui, ouais. Et parce qu'on peut pas dire ton papa il est méchant à une petite fille parce que ce serait non, j'ai jamais voulu. J'avais tellement peur des conséquences déjà de la situation vis-à-vis d'elle qu'en fait j'ai toujours compensé jusqu'au jour où j'ai pris des affaires et je suis partie. C'était juste plus possible. Je crois que c'était le bon jour de votre vie, Christelle. Ouais, bon, c'est sûr, mais juste une question. Oui. Quand est-ce que vous avez eu le déclic? Quand est-ce que vous avez réalisé qu'il fallait partir? Eh bien, je l'ai réalisé, en fait, vous me dites si je parle trop, je l'ai réalisé parce que ce monsieur, évidemment, comme moi j'avais honte de la situation, petit à petit on s'est coupé du monde. Comme de toute façon lui avait envie de voir personne, ou alors quand on était invité à mi-chemin on faisait demi-tour parce qu'il avait changé d'avis, plus envie, enfin bref, je ne vous passe ces détails sordides. Une année, et au bout de la 12e année de mariage, donc j'ai eu le droit, l'autorisation d'inviter pour un repas de Noël, donc nos parents respectifs et les grands-parents. J'ai cuisiné pendant 3 jours, moi j'adore cuisiner et tout ça, et peut-être à 19h ou 19h, et juste avant que tout le monde arrive, il commence à me dire, écoute, appelle-les, en fait j'ai plus envie. Appelle-les, tu leur dis de pas venir. Je commençais à lui dire, maintenant c'est Noël, ça fait 2 jours que je cuisine, tout le monde était content de venir et tout ça, donc et en fait ça l'a tellement gonflé que toute la soirée, il me suivait dans la cuisine parce que j'avais cuisiné plein de petits plats, des choses pour faire goûter plein. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ça. J'ai cuisiné plein de plats différents pour que tout le monde déguste plein de choses, tout ça. Et à chaque fois que j'allais chercher des nouveaux plats dans la cuisine, il me suivait et il n'arrêtait pas de me dire, oui, tu vois, t'es chiante, c'est trop long, ça va jamais s'arrêter, moi je suis fatiguée, et en fait, tu n'aurais pas dû faire tout ça, et pourquoi t'as fait tant de plats, et moi j'avais pas envie, et toute la soirée comme ça. Et au final, quand tout le monde est parti, moi j'ai fait mon petit ménage, parce que je peux vous avouer que ça m'avait coupé l'envie d'aller dormir. Je rangeais après le dîner, tout ça, et puis sans faire de bruit pour pas me faire engueuler. Et finalement, comme la lumière le dérangeait, il a fini par redescendre parce qu'on avait une maison à terre. Je descends et me dire, écoute, arrête de faire le ménage, c'est bon, tu m'as gonflé, je veux dormir. Et en fait là, j'ai lâché le balai que j'avais dans la main. J'ai dit, tu sais quoi, maintenant ça suffit. En fait, ça suffit. Je peux plus, je supporte plus. Donc je dis, à partir de maintenant, on va s'arrêter là, on va se séparer. Moi, je veux plus vivre ça. Donc ça s'est passé donc au soir de Noël. Et en fait, j'ai tellement eu peur de partir que j'ai vécu encore avec lui pendant quasiment 18 mois. Parce qu'il me menaçait de faire brûler la maison, de me casser la gueule, la petite. Et puis moi, comme j'étais isolée de tout le monde, j'avais plus que lui en fait. Ouais, c'est bête, hein, mais on est, on est enfermés, donc et voilà. Pareil de cela. Ouais, c'est ça. Et la petite avait la même peur en fait. Elle avait toujours peur. Elle le regardait toujours en coin en se disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien? Vous savez, l'approbation visuelle. Est-ce que c'est bon? Ça va? Ça passe? Et elle a grandi comme ça entre les disputes jusqu'au moment où on s'est séparés. Donc moi, pour continuer un peu avec la démarche que j'avais depuis qu'elle est petite, j'ai obligé ma fille parce qu'au début elle voulait pas trop aller chez lui d'ailleurs du tout. Donc on a négocié la garde alternée, 1 semaine chacun pour qu'il continue à profiter de la petite et tout ça. Et puis chaque week-end quand je récupérais la petite, en fait elle pleurait, elle me disait je veux plus y aller. Moi je lui dis écoute c'est ton papa quand même. Et j'ai forcé comme ça pendant quelques temps, vous voyez ça a duré quasiment 18 mois jusqu'au Covid. Et quand je l'ai récupérée en fait elle pleurait. Et elle a passé le Covid avec moi et après ça elle a plus voulu y retourner. Donc moi, à différentes reprises, j'ai essayé de l'amener pour qu'on discute tous les 3 pour qu'elle retourne voir son papa, parce qu'après tout, nos histoires sont les nôtres et les leurs sont les leurs. Oui, mais enfin, elle était suffisamment grande pour savoir ce qu'elle désirait. Ouais, je sais, mais en fait, après, vous savez, il y a le regard des gens à côté, ce qu'on pense d'eux, parce que moi, j'étais pas guérie non plus, et ce qu'on allait penser de moi, est-ce que c'est moi qui allais monter la petite contre son papa, il faut pas, qu'est-ce qu'on pense, c'est bien, c'est pas bien, en fait, c'est sans fin, hein, tout ça, c'est un cheminement psychologique, c'est sans fin. Et jusqu'au jour où elle a vraiment eu peur de lui, pardon, je vous ai coupé, jusqu'au jour où elle a vraiment eu peur de lui, parce qu'il a piqué une colère rageuse de fou, et il lui a tellement fait peur qu'en fait elle a pris ses affaires, elle est partie, elle me dit je veux plus jamais y aller. Tout ça étant dit, elle en a tellement souffert, pour faire simple parce que je vais pas passer l'après-midi à vous embêter, mais tout à l'heure, c'est pour ça que je disais le reportage du monsieur me parlait, parce que ma fille a fini par faire une tentative de suicide l'année dernière, voilà, dont on commence à se rétablir un petit peu.
Mais suite à une très grosse dispute que j'ai eue avec son papa, pareil, pas à cause d'elle, mais elle était au milieu, forcément. Et elle l'a tellement mal vécu, tout cumulé, en fait, elle a fait une tentative de suicide. Qui est peut-être, dans son cas, un appel au secours, hein, en quelque sorte. Oui, possible. En tout cas, merci Christelle de votre témoignage. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous savez aujourd'hui quelle est la personne la plus importante pour vous. Ça fait longtemps que je le sais, oui. Bon, c'est formidable. Merci. C'est clair. Merci beaucoup. On va faire une petite pause, Bruno Ponsnard, et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Bruno Ponsnard, psychologue, clinicien, et on évoque aujourd'hui les violences intrafamiliales. C'était votre désir, hein, d'aborder ces sujets, Bruno Ponsnard, parce que vous travaillez beaucoup pour que les choses s'arrangent. Loïc est avec nous maintenant. Bonjour Loïc. Bonjour, bonjour à vous Brigitte et bonjour à vous Bruno. Et merci de m'accueillir. Mais merci à vous, merci de témoigner. Dites-moi. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Je sais que vous avez vous aussi grandi dans une famille très violente. Hein, oui, on peut dire ça. Même c'était limite de l'ultra-violence. C'est en fait, si vous voulez, l'histoire elle commence quand j'étais très très petit. Ma mère fuit mon père, qui était très violent et alcoolique. Et donc, du coup, pour se remettre avec un gars elle savait pas qu'elle allait reproduire le même schéma. Donc, en fait, en voulant fuir la violence pour pas que je la subisse, elle m'y a mis en plein dedans, en fait. Parce qu'il s'est avéré que cette personne, il faisait partie du grand banditisme, était un acolyte d'Alec, si vous voyez qui c'est. Et donc, du coup, était très violent avec les femmes. Et ce qui a amené aussi ma mère, par épuisement, parce qu'elle avait repris ses études, parce que ma mère est canadienne d'origine, pour être prof d'anglais. Donc elle travaillait en usine, se faisait taper sur la tête, et à côté de ça, elle faisait ses études. Et moi qui étais quelqu'un de très perturbateur, très vif, j'étais un bon sujet à casser la tête à ma maman, on va dire. Et donc par perte de patience, elle n'avait aucune communication avec moi. Elle était tellement fatiguée, sa seule réponse était les coups. Donc votre mère vous battait quand vous étiez trop agité, parce que vous étiez trop actif à son goût, et elle vous battait pour vous calmer. C'est ça ? Voilà, exactement. Et dans le sens où c'est surtout qu'elle était dans un état d'épuisement. Ça, je peux le dire avec le recul maintenant, hein, parce que j'ai 40 ans. J'ai pu évaluer toutes les étapes de ma vie, puis je vois comment c'est devenu aujourd'hui, parce que je m'entends très bien avec ma maman, c'est la femme de ma vie. Mais quand je vois toute l'évolution de notre vie, je m'aperçois qu'en fait c'était un état d'épuisement, qu'elle n'avait pas d'autre réponse, en fait. Pour elle, je dis bien pour elle, c'était sa façon de réagir par rapport à ma façon d'être. Mais elle s'est excusée depuis ? Elle s'excuse encore aujourd'hui. D'accord. C'est ça qui est fou. Oui. C'est ce qui vous permet d'avoir cette relation actuellement avec elle. On est super complices, mais paradoxalement, ma mère a toujours été très amour. Ne s'est jamais empêchée de me dire à quel point elle m'aimait, etc. Ça, c'est un fait. Ma mère a toujours pris soin de moi, toujours fait en sorte que je sois bien malgré tout. Sa seule défaillance, c'était cette violence qu'elle subissait, qu'elle répercutait sur moi, en fait. Oui, enfin, c'est quand même paradoxal ce que vous nous dites. Hein, c'est pourtant la réalité des choses. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez vécu, ou en tout cas comme ça que vous avez envie de nous la raconter. Bruno Ponsnard ? Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir, vous savez, il y a eu en 2019 une loi sur la fessée, où même moi qui suis psy, ça m'a fait sourire de me dire, tiens, on est obligé de créer une loi contre la fessée. La fessée, elle ne fait pas du bien à celui qui la reçoit, elle fait du bien à celui qui la donne. Et très souvent, voilà, c'est des gens qui sont submergés, en fait, qui sont débordés, qui sont ou dans l'épuisement, ou dans une forme d'aigreur parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs enfants comme ils voudraient. Et en fait, ils frappent pour essayer de se soulager eux. Ça ne justifie rien, la fessée, hein, c'est un acte de faiblesse. Et vous l'avez dit, vraiment était en état de faiblesse, tout simplement. C'est exactement ce que je disais, ouais, parce que surtout quand je vois l'état de ma mère à l'heure actuelle et l'état dans la vie, quand elle avait la vie d'avant, c'est pas la même personne. Là, je connais ma mère.
Avant, c'était pas ma mère. En fait, c'est vraiment ce contexte-là. Sachant que je l'ai pardonné, mais il y a quand même, comment dire, c'est que les coups en eux-mêmes ne sont pas pardonnés. Je pardonne pas la violence, il y a beaucoup d'autres solutions, mais sa situation lui donne une cause atténuante. On va dire que ça atténue, je peux comprendre. Oui. Après, par exemple, ma mère aurait continué sur cette voie-là, elle n'aurait pas été pardonnée ou quoi que ce soit. Ça, c'est une certitude. Sauf que il s'est avéré que, bon, moi, sur les coups de... après, moi, j'ai commencé à faire beaucoup de bêtises, du coup. Des bêtises qui m'ont permis de fuir. Et surtout, j'ai fait mes premières fugues vers l'âge de 11 ans et demi. Et de 11 ans et demi à 12 ans et 6 mois, jusqu'à être placé en maison de redressement. Parce qu'à l'époque, c'était à 12 ans et 6 mois les premières condamnations qu'on pouvait faire à un mineur. Si je me rappelle bien, c'était quelque chose comme ça. Et donc, du coup, moi, j'étais en fugue perpétuelle pour esquiver toute cette violence Bien sûr. Et puis, c'est surtout aussi parce que j'ai essayé une fois de défendre ma mère. Et c'est mal parti. Je me suis pris des coups aussi. On s'est fait taper tous les deux, alors que ma maman, elle a essayé de me protéger, de m'enfermer dans la chambre. Mais bon. Vous avez quel âge quand vous essayez de protéger votre mère? Je crois que j'avais 9 ans. J'étais encore, c'était à Toulouse. J'étais encore en primaire, donc oui. Vous voyez, c'est intéressant votre témoignage, Loïc, parce que je le mets en parallèle avec celui de Sébastien. On voit deux comportements deux beaux-pères qui sont violents avec leur beau-fils, et on voit deux réactions complètement différentes. On voit Sébastien qui finalement a subi, et vous qui, à l'âge de 9 ans, se révolte, fait des fugues, etc. Et on voit bien qu'aucune des deux situation n'est bonne, et de toute façon vous êtes des enfants, et vous êtes des enfants qui subissaient de la violence et qui n'avaient pas les moyens de vous défendre, justement. Et je crois que c'est ça qui est quand même important à ce que on comprenne bien tous, c'est qu'un enfant de toute façon ne peut pas se défendre, et donc c'est à la société de prendre en charge la défense de tous ces enfants. Bruno Ponsnard, vous réagirez à ce que je viens de dire, si vous voulez, dans un instant. Je crois que c'est vraiment important que tout le monde comprenne bien ça. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons avec Bruno Ponsnard les violences intrafamiliales. Alors, je faisais la comparaison entre Sébastien et Loïc, qui tous deux subissent des violences ont subi des violences de la part de leur beau-père. L'un s'est un petit peu mis dans un état de sidération, l'autre a fui, est devenu agressif, a essayé de se défendre. On sait bien que c'est les trois attitudes qu'on peut avoir face à de la violence, et on voit bien qu'aucune n'est bonne, évidemment. Bruno Ponsnard. Oui, c'est vrai que l'enfant, quoi qu'il fasse, il n'a pas trop de choix. Donc, les deux options, c'est ou se soumettre ou se rebeller. On voit bien que dans les deux cas, on a les deux oppositions, et que l'apprentissage se fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un contexte violent et qu'il est intégré comme tel. Et l'enfant sait que pour s'en sortir, il faut qu'il essaie de s'adapter d'une manière ou d'une autre. Après, ce qui est important, c'est effectivement qui est-ce qu'on rencontre dans notre vie d'enfant qui va nous permettre de sortir de ça et d'apporter un cadre et une protection, si vous voulez, parce qu'on voit bien qu'avec Loïc, la maman, là, pour le coup, elle est débordée, elle est dépassée par les événements. Ça, c'est l'apprentissage. Après, ce qui est intéressant à la question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression de répéter et d'être par moment vous pourriez être violent, ou au contraire, est-ce que vous avez réussi à faire l'inverse? En fait, c'est ça tout le cheminement de ma vie, parce que ça, c'était vraiment le début du cheminement. C'est-à-dire que, du coup, quand je me suis retrouvé dans cette maison de redressement, c'est là aussi que j'ai rencontré mon frère et mon beau-père actuel, d'ailleurs. Donc, ça remonte à maintenant 28 ans. Ça fait donc pratiquement, ça fait plus de 20 ans que ma mère est mariée à mon beau-père, que j'appelle papa, parce que pour moi, c'est l'exemple type d'un homme digne, on va dire. Et en fait, il s'est avéré que lui m'a apporté une sécurité
et apporter une sécurité à ma mère. Et c'est là où tout a changé dans mon monde. Vraiment, tout a changé. Dans le sens, c'est que je vivais dans un monde d'amour. Je vivais dans un monde où c'est qu'il n'y avait pas de trahison, parce que c'est très important la trahison. Parce que quand on vit dans le paradoxe, parce qu'à un moment donné, moi je croyais que la violence, c'était de l'amour. Donc quand on vit dans ce paradoxe-là, et qu'on a une personne qui arrive à apaiser sa propre mère, donc du coup je mange plus de coups, lui il est bienveillant avec moi, très encourageant dans même les projets les plus bêtes ou quoi que ce soit en fait. Dans les choses simples, dans la vie quoi. Voilà. Et il a toujours été encourageant, n'a jamais eu un mot au-dessus de l'autre, etc. Et donc du coup, mais moi par contre, en ayant baigné dans cette violence, j'en ai gardé des bribes. Et finalement, je suis tombé dans la délinquance, je suis tombé dans l'alcool, je suis tombé dans la drogue. Et tout un système qui fait que même quand j'étais bien avec des amis, je voulais tout le temps m'amuser à me battre. C'est un truc tout bête, mais j'avais besoin de ce contact physique. Oui, d'une confrontation. Exactement, tout le temps. Jusqu'à que mon beau-père, justement, avec les années, a réussi à me calmer. Et pour en revenir aux violences intrafamiliales, j'avais la vingtaine et j'étais revenu chez mes parents, parce que j'avais déménagé entre 17 ans et 20 ans. Et un concours de circonstances a fait que j'étais obligé de revenir chez mes parents. Et j'ai vécu une séquestration. Et donc, j'ai vécu une telle violence que ça a tout réavivé en moi. Et la première personne qui en a fait les frais, c'est mon père. En fait, c'était la figure masculine qui en a fait les frais. Et là, encore une fois, j'ai fui. J'ai fui. Et j'ai passé peut-être 2 ans à me battre quasiment tous les jours, à faire des conneries tout le temps, parce que, en fait, j'avais peur de le faire sur ma famille, en fait. Oui, mais il y avait de toute façon, c'est ce qu'il faut vraiment que ceux qui nous écoutent comprennent, Loïc. Il y avait tellement de violence en vous et de quelque chose de peut-être même autodestructeur que vous le ressortiez sur les autres parce que c'était obligatoire. Vous aviez pas le choix. Encore une fois, ça n'excuse rien. Hein, j'essaye d'expliquer. C'est-à-dire que c'était obligatoire. Vous aviez pas le choix. Et c'est ça, en fait, c'est ça qu'on voit bien sûr. C'est pas parce que je vivais dans un principe comme dit un musicien, enfin un rappeur plus exactement, et j'étais dans cette optique-là, c'est faites-moi souffrir pour que je me sente vivre. Et j'étais vraiment dans cette optique d'avoir besoin de souffrir pour me sentir exister. Loïc, c'est ce qu'on appelle le masochisme. Le masochisme, c'est érotiser la souffrance. C'est-à-dire que pour me sentir vivre, pour accepter l'inacceptable, parce que la violence est inacceptable pour l'enfant, mais l'enfant il se dit, ce père qui me maltraite ou cette maman qui me frappe, c'est un geste d'amour, elle-même. C'est une érotisation de la souffrance. Et donc c'est ça le masochisme, c'est de croire que quand on me frappe, c'est parce qu'on m'aime, parce qu'on s'occupe de moi. Donc après, je vais chercher à prendre des coups ou à en donner. Et je tombe sur un fonctionnement sadomasochiste. Mais c'est exactement ça, c'est littéralement la définition de ce que j'ai vécu pendant peut-être 4-5 ans, où c'est que je me détruisais littéralement aussi, il faut appeler un chat un chat. Ouais. Et jusqu'au jour où c'est que j'ai levé la main sur une petite amie. Et c'est là, dans ma tête, ça a fait un déclic, parce que je n'avais jamais touché une femme de ma vie. Ouais. Et là, j'ai dit, ok, c'est bon, dans mon cerveau, ça va pas. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui a déconnecté. Donc je suis allé en psychiatrie privée de mon propre chef, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui déconnait en moi. Je savais que ça avait un rapport avec ce vécu. Et donc déjà, à partir de là, même les bagarres se sont littéralement stoppées. C'est-à-dire que vous avez commencé à prendre conscience et ça a marché parce que c'est venu de vous ce désir de rencontrer quelqu'un, d'aller en psychiatrie. C'est venu de vous. C'est pour ça que ça a marché tout de suite. Si ça avait été, tout simplement bravo, parce que c'est l'humanité, c'est votre humanité qui vous a sauvé, Loïc. Même si on prend des postures quand on est enfant ou ado de bad boy, de rebelle, de petite délinquance, parce qu'on est en colère, à un moment donné, quand on a de l'humanité en soi, on se rend bien compte qu'on se met à déconner, quoi.
Donc, oui. bravo sur cette façon de faire et de dire, voilà, maintenant, je vais aller chercher de l'aide. Je vais, quitte à me faire interner, aller faire un séjour, parce que ce que les gens doivent entendre aussi, c'est que souvent, on pense que les instituts psychiatriques, c'est pour les fous. Non, non, c'est pour les gens souffrants. C'est pas que pour les fous. Heureusement. Et ça permet d'aider des gens comme vous qui sont en déshérence parce qu'il y a un apprentissage qui est un peu bancal, on va dire, hein, sans vouloir vous froisser. Hein, Non, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que ce soit stigmatisé aussi, ces soins qu'on peut avoir. Parce que moi, je suis tombé avec des gens qui étaient... parce que je suis en psychiatrie privée. Hein, mais je suis tombé avec des gens qui étaient accros à l'héroïne, qui étaient accros à l'alcool, ou qui avaient vécu justement des choses... Non, mais bien sûr, Loïc, mais pourquoi vous croyez que je fais des émissions comme celle-ci aujourd'hui? C'est pour que justement des gens comme vous témoignent et qu'on se rende compte que quand on prend le mauvais chemin, bah, c'est que généralement on a en amont eu des mauvais parents et qu'il y a... Alors c'est facile de juger, mais c'est peut-être pas en jugeant qu'on fera avancer la société, c'est au contraire en comprenant, même si encore une fois, je le répète, on peut expliquer les choses, mais je n'excuserai jamais la violence, même si on a des circonstances atténuantes. Et merci de votre témoignage, parce que là aussi, on avance, on avance, Bruno Ponsnard. Merci beaucoup, Loïc. Merci beaucoup, Loïc, oui. On va continuer avec Chris qui est avec nous. Bonjour, Chris. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Bruno. Bonjour. Merci de témoigner et merci aux hommes de témoigner, tout particulièrement aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a un peu trop tendance ces derniers temps à croire que la violence, c'est que les femmes qui la subissent. Non, c'est aussi les petits garçons. Merci, Chris. Et surtout aussi, on a tendance à croire que les hommes peuvent s'en remettre peut-être plus facilement et encaisser, en fait. Et ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, Johnny, ça pleure pas un homme. Pardon? C'était la chanson de Johnny, ça pleure pas un homme. Oui, voilà, on est. Alors, de pleurer, Voilà, j'ai 47 ans, donc j'ai été éduqué un petit peu avec cette vision-là des choses, forcément. Et ouais. Je vais essayer de faire rapide. Moi, je suis un enfant de la DAS, donc j'ai été adopté à 6 mois. J'ai été passé par une fenêtre chez l'assistante maternelle. Je me suis retrouvé dans une famille où être assistante maternelle, c'est un business qui se passait de mère en fille. Donc on était un bon paquet d'enfants. Vous étiez en famille d'accueil, hein? Voilà, tout à fait. J'en ai fait qu'une seule, une famille d'accueil. Donc j'étais avec des filles donc que j'ai considérées comme mes sœurs jusqu'à mes 10 ans où j'ai appris malencontreusement que je ne faisais pas partie de la famille sur un quiproquo, on me l'a annoncé comme ça. Ce qui a déclaré l'échec un peu scolaire, comme disait Loïc, bagarre tout le temps, voilà, mais avec une attention décuplée. Je comprenais tout ce qui se passait autour de moi, mais je foutais le bazar. Donc voilà. J'ai vécu dans la violence tant physique que verbale. Et en fait, je porte ce témoignage parce que moi, j'ai fait preuve de résilience et je pense avoir un peu guéri de tout ça à 47 ans. Je suis passé par sexologue, psychothérapeute, mais de mon propre choix, un peu comme Loïc. Moi, j'y suis allé après les échecs de mariage, j'ai été marié 4 fois. Au bout du 2e, je me suis dit, bon, ça peut être toujours le conjoint, mais au bout de 2 de suite, on va se poser la question. Donc, je suis allé consulter une psychothérapeute parce que j'arrivais plus trop à faire le point sur... en fait, j'arrivais plus à relier vous savez, les jeux où il y a un veau, une vache, un poussin, voilà, j'arrivais plus à faire le point sur moi et j'avais besoin de savoir qui j'étais en fait. Donc à 30 ans, je suis allé voir une psychothérapeute, à savoir que quand je vous parle de violence, c'est voilà, je vous donne un exemple, voilà, pour pas avoir voulu manger du gras de jambon bien épais, je me suis fait savater en dessous d'une table devant toute la table quoi. En fait, on était tous, voilà, c'était des choses de ce genre-là. Il y avait de l'abus sexuel sur les filles qui étaient avec moi. Moi, j'ai juste eu la chance d'être un garçon et que le beau-père n'était pas attiré par les petits garçons. Mais vous avez vu ces violences que subissaient vos sœurs, enfin vos sœurs entre guillemets? Alors c'était tellement bien agencé que je l'ai pas vu, il a fallu qu'elle me le dise. J'étais très complice avec l'une d'elles parce on était une famille, lui a ramené ses propres filles et il y en avait une d'entre elles avec qui j'ai été élevé depuis petit quand je suis arrivé à 6 mois, qui était une belle fille, qui était bien formée. Donc et il y avait tout un système en fait. Le matin, moi je prenais ça comme le fait que j'étais le garçon de la famille, j'étais le seul garçon et que voilà, on me levait pas le matin pour aller sortir les chiens, alors que si on levait les filles le matin à 5 h du matin pour sortir les chiens, c'est parce que le beau-père
travaillait dans les travaux publics et il abusait des filles le matin. Ouais. Ou alors. Et vous avez quel âge quand elle vous dit ça? J'ai 15 ans. Oui, oui. Donc j'imagine ça doit déclencher une poussée de haine vis-à-vis de ce beau-père. Bah, de haine et de culpabilité parce qu'on est là, on vit le truc. Et bon, bah, on est jeune, on est petit et on prend les choses comme elles viennent. Comme je vous dis, je suis le seul garçon de la famille. Je me dis que bon, voilà, c'est comme ça, comme disait Bruno. Voilà, les garçons ne pleurent pas. Bon, bah, le garçon, c'est les filles qui font, c'est pas le garçon, tout ça. Et au niveau sexuel, c'était très débridé en fait. Et voilà, pour vous donner un exemple, ça regardait des films X à plusieurs adultes pendant qu'on nous mettait dans la chambre, enfin des cassettes vidéo à portée de main. J'ai été élevé un peu là-dedans et j'ai été vite sensibilisé à la pornographie très jeune. C'est un sujet qui est très contemporain. Ce qui fait que, en fait, tout ça, ça a provoqué un déséquilibre dans ma vie. Chris, je suis désolée, mais je vais le dire clairement. Un enfant qui voit des films pornographiques qu'un adulte est en train de visionner, c'est un abus, c'est un traumatisme sexuel. Si vous aviez 10-12 ans et que vous étiez obligé de voir des vidéos X parce que le beau-père les regarde, c'est un abus sexuel. C'est un traumatisme. Alors non, on le regardait pas avec eux, c'est-à-dire que nous on savait qu'ils regardaient ça en groupe. Mais nous, on était dans notre chambre, tranquillement. Voilà, c'était d'accord, mais vous entendiez des gémissements, des choses que vous n'aviez pas à entendre. Hein. On est d'accord, Bruno Ponsnard. Hein. Oui, bien sûr. Et par rapport à ça, a suivi, bien sûr, comme les auditeurs, bien sûr, le rabaissement de soi, qui emmène le manque d'amour-propre et le manque de confiance en soi en grandissant, qui fait que il a fallu faire preuve de beaucoup de résilience. En fait, et d'en apprendre beaucoup sur moi-même. Et en fait, le témoignage que je fais là, c'est plus pour encourager les gens que j'ai pu écouter aujourd'hui. Je vous écoute toujours, Brigitte, et on s'est parlé il y a des années, hein, mais c'était pour des choses beaucoup plus ludiques sur une chaîne concurrente. Votre assistante m'appelait pour raconter mes histoires de week-end dans le libertinage, parce que j'ai beaucoup été dans le libertinage à l'époque. Donc voilà. D'accord. Donc là aujourd'hui, voilà. Oui, aujourd'hui vous avez plutôt envie d'évoquer justement votre résilience. Alors vous restez avec nous et vous allez nous dire, parce que ça peut intéresser certaines personnes qui malheureusement sont encore très blessées, qu'est-ce que vous avez pu faire, comment vous vous êtes remis de tout ça. On se retrouve dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est toujours avec Bruno Ponsnard que nous évoquons les violences intrafamiliales et on va terminer par une note d'espoir justement grâce à Chris qui témoigne. Alors Chris, famille d'accueil, bon, on sait Bruno Ponsnard aussi, hein, tout ce qu'il y aurait à dire sur les familles d'accueil. Hein. Oui, on a eu une émission récemment sur la télévision où on voit qu'il y a des carences et moi je faisais juste part de ma surprise qu'on vous ait pas expliqué que vous étiez en famille d'accueil et que vous ayez appris sur le tard qu'en fait vous n'étiez pas un enfant à part entière. En tout cas, vous n'étiez pas avec un papa et une maman, mais avec des accueillants. Et bien sûr que pour un enfant, c'est un traumatisme d'apprendre ça comme ça, brutalement. Surtout de la manière dont ça s'est fait, oui, complètement. De la manière dont ça s'est fait, ça a été destructeur. Après, il y a aussi l'aspect, j'ai assisté à des scènes de violence extrêmes sous l'alcool des deux beaux-pères que j'ai pu avoir. Parce qu'il y en avait un, moi quand je suis arrivé, ma nourrice était déjà mariée avec quelqu'un avec qui elle avait des enfants, des grands-enfants. Et donc j'ai assisté à des scènes de violence, mais il m'est jamais rien arrivé. J'ai toujours eu la compassion des gens, je sais pas comment vous expliquer. J'ai jamais été abusé, donc c'est pour ça que moi sur la résilience, n'ayant jamais été abusé, c'est quelque chose dont je peux pas parler. Voilà. Maintenant, dans le cadre de la résilience, j'ai 47 ans, je vais dire que j'ai commencé à être vraiment apaisé à partir de, 44 ans. Voilà. À un moment donné, j'en ai appris plus sur moi, quel type d'homme j'étais. J'ai découvert que j'étais un mâle sigma, ce qui m'a permis de voir de passer mes faiblesses en qualité, parce qu'il y a ce manque d'amour-propre qu'on véhicule pendant des années. Il y en a beaucoup de gens qui sont aussi HPE ou HPI qui ne le savent pas et qui devraient peut-être aussi faire des tests pour le savoir. Toutes ces choses-là qu'on apprend sur soi, ça aide à avancer et surtout de me dire, je me suis dit, voilà, tout ce qui m'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, il faut le passer en positif.
Je me suis retrouvé à 17 ans, à signer un contrat jeune majeur, à avoir un appartement. J'ai bossé dans les marchés à partir de 9 ans pour m'assumer parce que l'argent de poche qu'on avait, ils le prenaient pour eux et nous, on était habillés chez Emmaüs. Ça, je l'ai appris bien plus tard après. Quand les assistantes sociales venaient, on était habillés tout beau, tout neuf, bien coiffés, on mettait tout en avant à la vitrine et dès qu'ils partaient, c'était reparti. Mais voilà, c'est comment dire, d'arriver à passer ce qui est pas évident parce que, encore une fois, j'ai pas été abusé, mais c'est d'essayer de passer en positif. Ce qui est fait, et d'arriver à passer en positif. Mais vous sortez du rôle de victime, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. En effet, on doit pas, en restant dans le rôle de victime, malheureusement, on n'avance pas. Et à un moment donné, c'est passé, et qu'est-ce que j'en fais, et comment je vais vers l'avenir, bien sûr. En fait, il faudrait que mon passé ne devienne pas un passif. Ouais. C'est quand on purge tout ça, c'est ça la résilience. C'est de ne pas continuer à penser que je dois continuer à rester dans cette espèce d'autoprophétie, de violence, ou de tromperie, ou même la violence vue, parce que la violence, vous avez raison, on peut ne pas être abusé, mais être... vous voyez, quand vous parlez des films porno devant vous, trucs... Oui, on est témoin. C'est aussi une forme de violence. C'est aussi une forme de violence. Et surtout aussi, j'avoue aussi, je l'ai jamais fait, comme disait Loïc tout à l'heure, j'ai jamais levé la main sur qui que ce soit, mais d'avoir vu la gestion par la violence à outrance, vraiment des règlements sous l'alcool, des règlements des différents de couples que j'ai pu voir petits, j'avais des tendances. J'étais à la boxe très tôt, j'ai performé dans ce domaine-là, mais j'avoue que ça, voilà. Et pour Loïc a donné il y a des droits d'auteur, mais il a parlé un petit peu d'un rappeur. Et moi, la phrase que je dans le côté résilience, c'est Oxmo Puccino qui dit: on ne guérit jamais des blessures de son enfance. Sa chanson L'enfant seul, elle est vraiment pour moi, elle veut tout dire. Et quand on a compris ça, pas qu'on guérit pas, mais ça reste là. Donc à un moment donné, il faut se prouver qu'on peut faire des choses. Voilà, on cicatrise. Je crois que c'est important quand même de comprendre qu'on cicatrise. Mais on garde. Oui, mais il faut forcer. Il faut y travailler. Voilà, c'est ça, il faut y travailler. Il faut y travailler. Et il ne faut pas avoir peur d'aller voir une psy, un psychothérapeute, trouver quelqu'un avec qui on peut bien, parce que bon, il y a des psys avec qui on va pouvoir mieux travailler que d'autres. Il faut vraiment, essayer d'aller voir, parler, et voilà quoi. Donc moi, ça m'a fait du bien. J'avais aussi des approximations, comment dire. Et je me permettrais, Chris, je me permettrais aussi de dire quelque chose parce que vous avez parlé de du libertinage. Je trouve aussi qu'on ne dit pas assez que la sexualité, ça peut aussi aider à se sentir mieux, à avoir une meilleure estime de soi. Il faut aussi, vous voyez, c'est pas la solution miraculeuse, hein, mais je pense que vous avez certainement aussi, par une sexualité assez débridée, assez riche, peut-être que ça vous a aidé aussi, non? Ouais, alors ça m'a aidé aussi, mais alors j'avais une grande facilité hors libertinage ou libertinage à avoir des rapports avec les femmes, vraiment ne serait-ce que sexuel. Mais aujourd'hui, pour être avec quelqu'un depuis ma plus grande relation, elle a duré 8 ans. J'en suis à mon 4e mariage. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un depuis 2 ans et demi. J'ai du mal à passer. En fait, il y a des choses j'ai du mal à passer. J'ai du mal à ce qu'on m'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je parlais pas d'amour, je parlais de sexualité, hein, Chris. Voilà, dans la sexualité. C'est pas la même chose. Voilà, mais c'est pour ça quand quelqu'un veut trop passer sur le côté un petit peu amour, machin, tendresse. Voilà, au secours. Voilà, et c'est ça le truc, c'est compliqué en fait, ça, ce côté-là. Et je voudrais passer un message aussi aux personnes qui, comment dire, qui sont avec des gens qui ont eu des passés un petit peu tumultueux comme ça, tout ça, qui ont été ou adoptés ou qui n'ont pas eu de mère digne de ce nom ou de père ou tout ça. Parce que moi, ça me dérange vraiment, ça m'a dérangé, qu'ils essayent pas de réparer ce qui a été fait. De prendre la place de la mère ou du père ou de ce qu'on n'a pas eu. Parce que pas de sauveur. Voilà, ce côté sauveur, en fait, ça nous met mal à l'aise. Et ça, moi, enfin, personnellement, je parle pour moi, ça me met mal à l'aise. Et en fait, je le dis maintenant, mais voilà, n'essaye pas de régler. Non, mais vous avez raison, parce que de toute façon, les sauveurs, c'est les thérapeutes, c'est des aides extérieures au couple. Et de toute façon, ça crée une dépendance si on se retrouve avec un sauveur. Et c'est ce qui ne devait pas vous plaire quand vous étiez avec quelqu'un qui essayait de vous sauver.
Exactement, et voilà, donc voilà, je voulais passer ce message à tout le monde et dire que voilà, les choses peuvent se régler et que. Mais vous avez encore du chemin à faire et vous allez le faire, Chris. Vous êtes sur la. Vous savez, c'est ce que je dis souvent. L'important, c'est de commencer le chemin. Après, on met le temps qu'il faut. Ça n'a pas d'importance. Bruno Ponsnard, vous en avez parlé du temps qu'il faut. Mais ce qui est important, c'est de commencer le chemin. Et après, ça met le temps qu'il faut. Merci, Chris. Bruno Ponsnard, je vous laisse conclure. Parce qu'il nous reste 1 minute et demie. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Moi, je voulais remercier tous les témoignages qu'on a eus qui étaient, au-delà de l'émotion, je pense qu'ils étaient d'une utilité première pour tous les gens qui écoutent cette émission. Par rapport à ce que disait Chris sur le choix d'un thérapeute, il n'y a pas de bon ou de mauvais thérapeute, je vous le disais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il faut être à l'aise avec la méthode qu'on vous propose. Et aussi être à l'aise sur le plan humain, avoir ce qu'on appelle le feeling. Ça, c'est important d'avoir un bon feeling avec son psy. Après, voilà, si vous voyez qu'au bout de 2-3 séances, ça colle pas, ne forcez pas les choses. Et un psy est tout à fait capable de vous dire, si ça va pas avec moi, on va envisager un confrère. Et après, comme disait Brigitte, c'est important. Il n'y a pas que la psy, hein, on peut faire du sport, la boxe, vous en parliez. Ça peut apprendre à se battre, mais ça peut aussi canaliser les énergies, la boxe, le karaté ou le sport de combat. Ça peut être l'art, ça peut être la sexualité, ça peut être le dessin, bref. En tout cas, vivez, même si vous partez avec un bagage un peu lourd. Vivez, parce que c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Merci beaucoup, Bruno Ponsnard. Comme toujours, on a fait une émission un peu difficile, mais je crois qu'on avance ensemble. Tous ensemble, grâce à mes merveilleux invités et grâce à vos formidables témoignages. Merci à tous.